chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Nicolas Girard, qui est le directeur du Fonds d'action québécois en développement durable, que vous connaissez peut-être sous son acronyme FAQDD. Alors, Nicolas possède près de 20 ans d'expérience en développement durable. Il a pris les rênes du Fonds d'action québécois en développement durable le 3 avril 2015, après avoir progressivement gravi les échelons au sein de cette organisation, où il avait auparavant été responsable des communications, chargé de projet et directeur de programme. Ce parcours lui a permis de développer une vaste connaissance du réseau des acteurs en développement durable qui sont présents sur le territoire du Québec, en plus de développer une solide expertise en gestion de programme, en innovation sociale et en changement de comportement. Auparavant, il avait travaillé au cabinet du ministre de l'Environnement du Québec en 2001. À travers les années, Nicolas a souvent été appelé à collaborer à divers comités d'expertise en développement durable auprès d'organisations privées et publiques. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université du Québec à Chicoutimi. Nicolas, bonjour. Bonjour Hélène. Et bienvenue. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir d'être là. Pour ceux d'entre nos auditeurs qui ne connaissent pas le Fonds d'action québécois en développement durable, est-ce que tu peux nous parler du fonds, puis quelle est votre mission? Oui. Le Fonds d'action québécois pour le développement durable, c'est le premier fonds entièrement dédié au développement durable qui a été mis en place au Québec au tournant des années 2000. La mission du FAQDD, c'est de susciter, soutenir des changements de comportement, de pratiques professionnelles en lien avec les enjeux de développement durable de toute nature, donc dans un spectre d'intervention très large. On a une expertise très forte dans le soutien de projets en innovation sociale, en changement de comportement, bien entendu, donc et une expertise, bien entendu, très forte en gestion de programme. Et puis, vous recevez régulièrement des mandats du gouvernement du Québec. Est-ce que tu peux nous parler du type de mandat que vous recevez? Oui, en fait, c'est des mandats assez variés. En fait, je peux vous en nommer quelques-uns. En fait, dans les dernières années, on a géré un programme, entre autres, qui s'appelait Action Climat Québec. Oui. Donc, qui visait la mobilisation citoyenne en lien avec des enjeux liés au changement climatique. Donc, dans le cadre de ce programme-là, on visait des projets de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, des projets aussi d'adaptation au changement climatique, toujours en impliquant les organisations, les municipalités, les citoyens, dans des projets un peu innovants, donc qui amenait des changements de façon de faire. Donc toujours avec un esprit de bien mesurer les changements et de travailler sur des enjeux qui sont stratégiques en fait pour le Québec. L'intérêt aussi de ce programme-là, c'est que c'est un programme qui était complémentaire à l'ensemble de l'offre de programme et qui nous permettait de financer des choses qui n'étaient pas financées dans d'autres programmes. Donc, Action Climat est un exemple de projet, de programme qui correspond très bien à l'ADN du FAQDD. Oui. D'autres exemples comme ça, on a eu Magnitude, on a géré en 2016, on a lancé une petite initiative pilote avec le ministère du Développement économique qui s'appelait Magnitude 10, qui nous a permis de travailler avec des associations sectorielles, des regroupements d'entreprises, donc autant, je disais, sectorielles que régionales, Oui. et qui leur permettait d'offrir un accompagnement en développement durable donc auprès de leurs membres. C'est une initiative qui nous a permis de rejoindre près de 350 entreprises là, sur une période d'1 an. Donc je trouve une belle réussite pour un projet pilote. Un autre programme qu'on a eu la chance récemment donc de mettre en œuvre, c'est le programme Frigo Climat. Oui. On sait que dans les appareils réfrigérants fin de vie, les vieux congélateurs, les vieux réfrigérateurs, il y a une quantité importante d'allocarbures, donc de gaz à effet de serre, en fait, qui se retrouvent dans ces appareils-là lorsqu'on les envoie seulement en fait, chez les recycleurs de métaux. Souvent, on va perdre, en fait, et on va perdre ces allocarbures-là, on va émettre des gaz à effet de serre, des quantités de gaz à effet de serre importantes. On sait que dans les liquides réfrigérants qu'il y a dans les appareils, il y a une réglementation, donc normalement, ces gaz-là sont traités. Par contre, il y en a une quantité importante dans les mousses isolantes et là, il n'y a pas de réglementation encore. Donc, le programme nous a permis donc, de traiter les mousses isolantes en payant pour le surcoût, en fait, associé au traitement des appareils en fin de vie. Dans ce programme-là, on a travaillé avec les
commerçants, avec les recycleurs de métaux, Oui. avec les compagnies de livraison, pour s'assurer qu'il y a le plus grand nombre possible d'appareils qui se retrouvent vers une usine qui est en mesure de traiter en fait les mousses isolantes. Oui, c'est qu'on connaît cette usine qui fait ce travail-là au Québec. Oui. Donc oui, effectivement, là, qui est quand même très, très connue. Qui est à Bécancour. À Bécancour, effectivement, donc l'usine de Prospera. Et peut-être un dernier exemple comme ça, rapide, d'un programme qui est actif encore chez nous, donc qui vise le recyclage des appareils, la modernisation en fait du parc de gobeuses à canettes et à bouteilles de plastique dans les épiceries. Là, je mets entre guillemets, c'est un nom. Oui, mais je pense que nos éditeurs savent de quoi il s'agit. Donc, on a un parc d'équipements qui est vieillissant au Québec. Donc, on a plus de 70 appareils, 70 des appareils, en fait, qui étaient sur le marché, qui dataient de plus de 10 ans, donc avec des capacités de compaction moins grandes, avec des machines qui sont plus difficiles à collecter aussi sur Internet. Donc, il y a une nouvelle génération de machines qui arrivent sur le marché. Donc, le programme qu'on gère en collaboration avec Recyc Québec nous aide à supporter là, les commerçants dans l'acquisition de ces nouveaux équipements. Donc, ça nous explique le type de mandat que le FAQDD reçoit occasionnellement du gouvernement. Et là, il y a un très beau mandat que vous venez de recevoir. Le 20 septembre dernier, vous le savez probablement, le ministre Fitzgibbon a fait l'annonce du lancement du fonds EcoLeader pour les pratiques éco-responsables et le développement de technologies propres pour les entreprises. Et le FAQDD s'est fait confier le rôle d'assumer la gestion du fonds EcoLeader en attribuant éventuellement des sommes à des entreprises qui voudront prendre action et mettre en place des pratiques éco-responsables et de nouvelles technologies, des technologies propres. Donc, si tu veux nous parler de ce beau mandat que vous avez eu. En fait, effectivement, donc le fonds EcoLeader, donc qui vient tout juste d'être annoncé, en fait, c'est un mandat qui est génial, en fait, qu'on est extrêmement heureux de pouvoir mettre en œuvre. C'est un projet déjà à la base qui est un projet collaboratif, donc qui réunit 4 partenaires à la base, donc le FAQDD, donc qui a le rôle de coordonnateur en fait du national du fonds EcoLeader, le ministère du Développement économique, bien entendu, qui est le donneur d'ordre et le ministère qui pilote le projet. En collaboration avec nous. On travaille également avec Ecotech. On a la chance de travailler avec Ecotech Québec, qui est notre expert en technologie propre. Oui, bien sûr. Et le Centre québécois du développement durable, qui est notre expert en pratique éco-responsable, qui a la responsabilité d'animer un réseau d'agents que je vais vous présenter là, à l'instant. Bon, bien, allons-y. C'est un fonds de 18,5 millions, si je comprends bien, mais ça s'inscrit dans un plus grand projet de 30 millions et c'est de ça dont tu veux nous parler. Effectivement. Donc, le fonds EcoLeader, en fait, à quoi on cherche, à quel enjeu on cherche à répondre, en fait, avec le fonds EcoLeader? Un des constats, en fait, qu'on fait au Québec lorsqu'on parle avec des entrepreneurs, et là, on parle beaucoup de PME, parce que 90 du tissu entrepreneurial au Québec, c'est de la PME. Donc, qu'est-ce que les gestionnaires de PME nous disent? C'est que le développement durable, ça nous intéresse. Et on sait qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont intéressés par les enjeux de développement durable, par les pratiques éco-responsables, l'intégration de technologies propres. Par contre, on nous dit qu'on manque de temps, on manque de ressources, on manque d'expertise, on est à côté dans nos ressources. Donc, c'est difficile pour une entreprise de faire le pas et d'implanter, en fait, de nouvelles façons de faire. En lien avec cet enjeu-là, le fonds EcoLeader cherche à venir en aide aux entreprises de deux façons. La première grande stratégie qui va être mise en place dans le cadre du fonds EcoLeader, c'est la mise en place d'un réseau d'agents, donc dans l'ensemble en fait des régions du Québec. Les 18 régions du Québec. On en a un à temps partiel aux Îles-de-la-Madeleine également. Oui. Donc pour vous aider à couvrir un territoire un petit peu plus difficile à couvrir. Un réseau d'agents qui pourra aider les entreprises à rapidement trouver en fait les bons outils, les bonnes expertises, les bonnes sources de financement aussi pour pouvoir réaliser en fait des projets d'intégration de pratiques éco-responsables et de technologies propres. Mm-hmm. Donc ça, c'est le premier volet. La force de ce réseau-là, et moi, c'est ce que j'aime en fait là, du réseau, c'est que on a réussi à travailler en fait ce qu'on a fait pour monter le réseau. La stratégie qu'on a mis en place pour monter le réseau,
c'est de travailler avec des organisations qui étaient déjà en place dans les régions. OK. Donc, dans chacune des régions où on a un agent, l'agent est hébergé, soit par une organisation de développement économique, donc de la place, soit par une organisation qui a une expertise en développement durable forte et reconnue dans la région, qui travaille avec les organisations souvent de développement économique. Donc, on a un réseau déjà qui entoure les agents donc, dans chacune des régions. Donc, qui ont été choisis à la suite d'appels à propositions. Oui. Hein? Vous aviez une grille de critères de sélection pour choisir, parce qu'il y a eu plusieurs candidatures pour chaque région. Vous avez choisi les gens à partir de votre grille. Et là, le réseau est en place et on arrive au fond. Hein? On arrive au financement. Oui. Donc, effectivement, le réseau est en place depuis juin, donc il est en période de rodage. Mais au moment où on a lancé aujourd'hui, donc là, il est pleinement opérationnel. Donc, vous pouvez dès aujourd'hui aller vers l'agent de votre région si vous avez si vous cherchez en fait à trouver des sources de financement, de l'expertise ou des outils pour vous aider à cheminer dans vos projets d'intégration pratique et responsable. Où nos auditeurs doivent-ils regarder pour trouver leur agent? Ils vont sur votre site Internet? Sur la plateforme web, effectivement, du Fonds Écolidar, l'ensemble des agents sont répertoriés par région. Parfait. Donc, vous avez les coordonnées là. Et effectivement, ça nous mène au fond. Oui, donc, le financement. Le financement. L'autre volet, la deuxième stratégie qu'on met en place dans le Fonds Écolidar pour aider les entreprises, c'est la mise en place d'un fonds de 18,5 millions qui permettra aux entreprises donc de déposer des projets. Oui, c'est ça, une demande d'aide financière pour aller chercher l'expertise nécessaire pour cheminer dans leur processus d'intégration des pratiques éco-responsables et technologies propres. Là, si je comprends bien, il y a deux volets au financement. Le volet des pratiques en entreprise, puis il y a le volet des pratiques avec une cohorte. Alors, si c'était possible de nous expliquer le premier volet, justement en entreprise, puis quelles sont les clientèles admissibles? Oui. En fait, le premier volet, entreprise, donc, c'est un volet qui s'adresse directement aux entreprises. Donc, vous êtes une entreprise privée, une entreprise d'économie sociale. Vous voulez avancer, cheminer dans un projet d'intégration de pratiques éco-responsables ou de technologie propre. Donc, vous pouvez faire une demande d'aide financière. Pour faire une demande d'aide financière, vous n'avez qu'à compléter les formulaires qui sont disponibles sur la plateforme web du Fonds Écolidar et d'approcher des experts. Donc, parce que pour présenter la demande d'aide financière, il faut jumeler en fait la soumission d'un expert également. Donc, il y a également un répertoire d'experts qui est disponible sur la plateforme web du Fonds Écolidar. Pour déposer une demande, il faut que l'expert soit enregistré aussi sur la plateforme web du Fonds Écolidar. Si vous êtes toujours pas enregistré sur la plateforme, donc c'est pas un problème. On peut enregistrer les experts très, très rapidement. L'objectif, c'est qu'on ait un répertoire le plus exhaustif possible et qu'on puisse faciliter le plus possible la vie, en fait, là, des entrepreneurs. Donc, on a dit que la clientèle admissible, c'est toute entreprise. Toute entreprise ou entreprise d'économie sociale, donc effectivement pour les clientèles cibles. Eh bien, et maintenant, les projets admissibles. Les projets admissibles, effectivement, il y a deux grands volets. Je parlais tantôt de pratiques, depuis le début, je parle de pratiques éco-responsables et de technologie propre. C'est les deux grandes catégories de projets qu'on cherche à financer dans le cadre du programme. Par pratique éco-responsable, on s'entend, ce qu'on veut financer, ça va être des projets, une entreprise qui veut réduire l'utilisation de ses matières premières, améliorer la recyclabilité de ses produits. Ça peut être un projet d'éco-conception, l'intégration de politiques d'approvisionnement responsable. La gestion de matières résiduelles. Matières résiduelles. Donc, c'est très, très large. Ça touche différentes thématiques. On va prendre des entreprises au stade où elle est rendue. Donc, ça peut être dans le dépôt d'un projet pour faire une étude, un diagnostic, comme ça peut être pour la mise en place d'un plan d'action. Mais on tend à penser on va avoir beaucoup de projets qui vont amener les entreprises à aller chercher de l'accompagnement pour implanter, en fait, les mesures à l'interne. Les prochaines mesures. C'est ça c'est sûr que c'est ce qu'on va chercher ultimement, donc de s'assurer que les entreprises puissent implanter des mesures et passer à l'action. Et quel est le montant auquel une entreprise peut avoir accès? Pour le volet entreprise, c'est jusqu'à 30 000. Très bien. 30 000 $. C'est un maximum. Donc, on sait que dans la plupart des cas, les montants demandés vont être beaucoup plus bas.
Donc, c'est pour ça qu'on parle de PME, hein, pour 30 000 de PME. Oui, effectivement. Et puis, l'entreprise dispose de combien de temps pour réaliser son projet? En fait, il n'y a pas de temps prédéfini à l'avance. Donc, lorsque les demandes seront acceptées, on aura une petite entente à signer avec les entreprises et on va voir à ce moment-là quelle est la durée réaliste là, de réalisation en fait, là, du projet. Là. Donc, on va voir, on n'a pas fixé là, de normes, on a quand même un cadre assez souple de ce côté-là. Parfait. Donc là, on a couvert le volet 1. Oui. Maintenant, si tu nous parlais du volet 2 qui s'applique, qui vise les cohortes. Hein? Oui, qui vise les cohortes. Regroupement, quand on parle de cohorte, hein, bien sûr, regroupement d'entreprises. Oui, ouais. C'est ça. Donc, le volet cohorte, c'est exactement la même dynamique que le volet entreprise. Sauf qu'on va demander, en fait, dans ce cas-là, que le demandeur, ça peut être une entreprise ou ça peut être également un organisme non lucratif, donc une association, un regroupement d'entreprises, donc qui va porter le projet pour un groupe d'entreprises donné. L'idée, c'est d'aller chercher un petit peu plus d'efficience, un plus grand nombre d'entreprises, peut-être d'aller chercher des entreprises qui ont envie de travailler sur un même enjeu. Donc là, on est capable de réduire les coûts, toucher un plus grand nombre d'entreprises. Avec le Fonds éco-leader, en fait, un des objectifs qu'on s'est donné, c'est de rejoindre 50 000 entreprises sur une période de 4 ans. C'est ambitieux. C'est très, très ambitieux. Donc on aime se donner des objectifs ambitieux, mais il faut se donner les moyens de les atteindre. Donc, c'est sûr que le volet financement, va contribuer à l'atteinte des objectifs, mais on va compter beaucoup aussi sur l'appui et le travail des agents dans chacune des régions pour rejoindre le plus grand nombre d'entreprises. Puis, quelle est la différence? Est-ce que les critères sont les mêmes, les clientèles admissibles, le type de projet, le temps? J'imagine le financement n'est pas le même hein, pour le volet 2? Pour le volet 2, pour le volet cohorte, le maximum qui est permis dans le cadre du programme, qui est éligible dans le cadre du programme, c'est 30... on parle d'un 300 000 pour les pratiques éco-responsables et d'un maximum de 500 000 pour les technologies propres. Par contre, pour obtenir 300 000, il faut obligatoirement regrouper un minimum de 10 entreprises. C'est bien. C'est la même chose là, pour le 500 000 au niveau des technologies propres. OK, très bien. Donc, est-ce que pour les autres critères, là, les clientèles admissibles, la durée du projet, le type de projet, c'est la même chose que le volet 1? C'est la même chose que le volet 1. Les détails sont disponibles sur la plateforme web du Fonds éco-leader. Donc, vous allez retrouver les guides du demandeur et toute l'information pour déposer les demandes. L'élément qui est important à préciser, c'est qu'au niveau du Fonds éco-leader, il y a 35 des projets qui devront toucher l'intégration des technologies propres. Oui. Et là, comme on le sait, là, à 50 000 ce sera plus difficile pour nous d'aider une entreprise à intégrer, en fait, à faire l'acquisition d'une technologie propre. Donc, inévitablement, ce n'est pas là qu'on se situe. On sait qu'il y a des mesures de financement importantes chez TEC ou au ministère du Développement économique pour aider les entreprises à faire l'acquisition. Ça serait plus pour identifier des solutions de technologie propre. Effectivement. Donc, l'idée, c'est de faire des travaux préparatoires à l'identification de ces solutions-là et ensuite de les aider à identifier peut-être des fournisseurs potentiels. Mais ce travail-là est extrêmement important et on sait qu'il y a un trou de marché aussi assez important de ce côté-là. Donc, c'est ça à quoi on essaie de répondre. Et, comme tu le sais, nous terminons toujours avec nos questions un peu plus ludiques. Oui. Et bien, la première, c'est quel est ton mot préféré en développement durable, Nicolas? Bien, moi, je dirais, on y va avec un spectre très large. Moi, j'aime le mot humain ou le côté social, l'humain, en tout humain. En fait, pourquoi? Parce que peu importe les enjeux environnementaux auxquels on fait face, je pense que c'est difficile de dissocier l'humain de tout ça. Et le FAQDD, nous, on s'est donné une mission en changement de comportement. Ouais. Donc, c'est extrême. On travaille avec l'humain, puis on travaille sur des enjeux environnementaux toujours, mais en même temps sur des enjeux de développement durable, mais toujours en intégrant, puis en prenant soin d'intégrer en fait que ce soit les citoyens, que ce soit les gens, on les aborde comme citoyens, comme employés, comme gestionnaires, mais l'humain est au cœur, en fait, de tous ces enjeux-là. Donc, pour moi, c'est le mot qui m'interpelle le plus. Ah, c'est intéressant. Puis, est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire dans le domaine du développement durable? Écoute, j'y ai pensé. Puis en fait, j'ai pas tant d'idole ou autre, mais en même temps,
Une personne que je pourrais nommer qui m'a inspiré dans mon parcours. Moi, j'ai commencé mon parcours en développement durable il y a une vingtaine d'années avec André-Lise Méthode, Oui. qui en fait est associée Chez principale Cycle et Capital. directrice chez Cycle Capital Management. Donc, c'est une femme qui a eu l'audace, je dirais la folie un peu de folie, de lancer un fonds en technologie propre au tournant des années 2000. Donc, une femme dans le secteur financier en même temps. Donc, de piloter un projet comme ça, donc un fonds qui est devenu un fonds très, très actif en financement de technologie propre, un des fonds les plus actifs en Amérique du Nord. Donc moi, j'ai eu la chance de commencer mes premières années d'activité professionnelle avec André-Lise Méthode. Puis, ça a été un passage marquant. Là, Oui, quand même. oui, sûrement. Puis sur une échelle d'1 à 10, où crois-tu que le Québec en est en ce moment en développement durable? Moi, je dirais un 6. Oui. Je suis un éternel optimiste. Fait que je sais qu'il reste beaucoup de travail à faire, donc je ne veux pas mettre une note trop complaisante. Mais en même temps, quand on compare le Québec à d'autres juridictions en Amérique du Nord ou d'autres provinces canadiennes, je pense qu'on se situe quand même avantageusement. En même temps, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine. Je vois ce qu'on faisait il y a 20 ans, je vois ce qu'on fait aujourd'hui, puis on a fait un bout de chemin. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'on Il faut le reconnaître aussi, oui. On ne le reconnaît pas assez, parce qu'on répète souvent qu'il y a une urgence d'agir, puis effectivement, c'est normal, on est dans le domaine, puis je pense qu'on a tous ce sentiment-là, mais en même temps, il faut reconnaître tout le chemin qu'on a fait. Et quelle est la plus grande fierté du Québec, croirais-tu, en développement durable? Moi, je reviens aux personnes, à l'humain, au niveau de conscientisation que je sens de plus en plus fort. Je sens une vague de plus en plus grande. Je sens qu'une majorité, maintenant une majorité en fait, des gens au Québec ont une préoccupation, une réelle préoccupation environnementale. Pas juste une question des fois qui sort bien d'un sondage, mais une mobilisation de plus en plus grande. Là, on sent que ça devient une nécessité, puis un enjeu qui devient incontournable, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les gouvernements. On ne peut plus faire abstraction, en fait, des enjeux de développement durable parce que c'est devenu une priorité chez les gens. Et ça, moi, j'en tire une certaine fierté. Avec raison. Et entre un arbre, c'est notre dernière question, Oui. Entre un arbre, un animal ou une plante, si tu avais à te réincarner, que choisirais-tu? Bien, je vais laisser la réponse à mes collègues du FAQDD, parce qu'on a fait un exercice il n'y a pas longtemps, au printemps, un exercice d'équipe où justement on se construisait des totems entre collègues. Puis le totem qui m'avait été collé, c'était celui d'ours. Ah, tiens! Donc, tu hibernes, non? Pas parce que j'hiberne et que je dors la moitié de l'année, mais surtout parce que j'aime le contact avec les gens. Ah, oui! oui! Et j'aime prendre soin des gens. Donc, je me rends disponible pour les gens de mon entourage, pour les gens qui sont près de moi. Donc, c'est un petit côté de moi là, qui entoure, hein, comme oui, c'est ça. Donc, je terminerai avec ça. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Ça fut très intéressant, inspirant. Puis félicitations pour ce beau mandat pour le dossier du Fonds EcoLeader. Et comme Nicolas l'a dit, vous pouvez aller consulter le site du Fonds EcoLeader et vous en saurez davantage. Merci à vous tous. Merci, Nicolas. Merci, Hélène.